Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV, l'émission qui révèle les coulisses des salles des ventes. Au sommaire ce soir, nous décrypterons avec le commissaire-priseur François Dupont un marché ancré dans une région que l'on dit terre d'artistes, le marché de l'art breton, et nous nous concentrerons sur les objets d'art et sculptures. Dans sa chronique météo, Lucien viendra prendre comme chaque semaine la température du marché et nous parlera notamment d'une adjudication millionnaire. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Lauraline Pury. La clerc de commissaire-priseur s'apprête avec Michael Benour à présenter aux enchères une enluminure de la Renaissance italienne qui pourrait bien être le seul portrait connu d'un proche de Léonard de Vinci. C'est le lot complètement marteau. Bonsoir Lauraline. Bonsoir. Alors Lauraline Pury, vous êtes clerc de commissaire-priseur au sein de la maison de vente de Michael Benour et vous nous apportez ce soir un lot tout à fait inédit, une enluminure du XVIe siècle qui sera mise en vente le 27 juin à Annecy. Donc il s'agit d'une œuvre peinte sur parchemin et elle provient d'une succession de la région. Alors comment cette pièce de cette importance, ce qui sommeillait donc dans une collection privée, est parvenue jusqu'à vous ? Alors, comme tout classiquement, comme pour un commissaire-priseur, on réalise énormément d'inventaires de succession et c'est à cette occasion que Maître Benour a découvert cette enluminure qui était conservée à l'abri de la lumière dans un carton pendant des années. On a eu la chance de découvrir cette belle collection de tableaux anciens d'abord et avoir la surprise de ce petit tableau enluminure très coloré qui nous a demandé un travail de recherche pour arriver à la description dont on va parler aujourd'hui. Mais tout d'abord dans une succession avec un notaire, assez classiquement. D'accord. Et les propriétaires se doutaient de l'importance de cette œuvre ? Alors pas vraiment, ils se doutaient de l'importance d'un tableau dans la collection, qui était un tableau très beau, un tableau ancien, que nous avons présenté en vente en avril, mais qui était évidemment très joli, mais qui n'avait pas la même importance que l'enluminure, donc ça a quand même été une surprise pour eux, surprise de comprendre déjà son ancienneté, et surtout l'importance patrimoniale qu'elle revêt. Alors, vous disiez tout à l'heure, ça vous a pris des mois de recherche ? Oui, alors c'est des recherches qui ont été menées par le cabinet turquin avec Stéphane Pinta et Ariane Adeline qui a fait un travail de recherche remarquable. Elle a en effet pris plusieurs mois pour mener l'enquête, c'est une vraie enquête. Chaque détail a son importance pour amener à l'attribution de l'artiste et surtout au commanditaire qui est représenté ici. Et alors, vous, juste pour revenir à votre première réaction quand vous avez vu l'œuvre, parce que c'est vrai que les coloris sont d'une fraîcheur, oui. on pourrait se dire, bon, c'est peut-être récent. Oui, en effet, notre travail, c'est de découvrir et c'est très rare de découvrir une enluminure du XVIe siècle dans une succession et c'est vrai que la première approche on peut avoir tendance à être un peu méfiant et à se dire est-ce que c'est vrai ? Est-ce que on n'a pas envie d'y croire tout de suite parce qu'on a peur d'être déçu évidemment et au début au vu de la qualité, au vu des fraîcheurs, de la couleur, on s'est dit est-ce que c'est vrai ? Donc on a préféré être méfiant au début avant que les recherches soient entamées et que finalement l'attribution et la date le XVIe siècle tombe pour cette œuvre. Oui, au début on a été un petit peu étonnés, mais on avait beaucoup d'espoir quand même dès le début. Dès le début. Et alors, donc, pour parler de l'attribution, l'enluminure a été attribuée à Giovanni Antonio da Brescia. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet artiste et quels sont les éléments concrets qui ont permis d'attribuer cette œuvre ? Alors, là, dans un premier temps, quand l'œuvre a été découverte et qu'on l'a adressée donc à Stéphane Pinta et à Ariane Adeline, la première attribution qui a été donnée par nos experts a été de l'enlumineur Pietro Birago, qui est un enlumineur qui a énormément travaillé à la cour des Sforza. Et après recherche, ils ont pu affiner l'attribution jusqu'à l'attribuer à Giovanni da Brescia,
qui est également connu pour un travail donc, d'enluminure sous ce nom-là, de gravure, sous ce nom-là, mais également pour un travail d'enluminure sous le nom du maître du bréviaire Barozzi. Et Madame Adeline a pu identifier cet artiste en mettant en parallèle les gravures et cette enluminure. Et on retrouve dans... Alors, est-ce que je peux montrer Bien peut-être sûr. Dans le catalogue? Ça sera plus parlant que de l'expliquer. C'est une gravure qui est donc de Birago, mais comme Giovanni da Brescia a travaillé dans son entourage, on retrouve des éléments similaires. C'est une estampe qui est conservée donc à la Bibliothèque nationale de France. Elle représente une Vierge à l'enfant. Et on retrouve dans cette composition les petits lapins qu'on va retrouver chez nous ici. Également un travail au niveau des graviers, des petites pierres précieuses qui se trouvent également ici. Et un travail de l'architecture qui fait très Mantegna. Et donc la composition, les anges musiciens, tout ça corroborait à dire que c'était vraiment un travail d'un artiste donc, dans l'entourage de Birago, mais qui était donc plutôt de Giovanni Antonio da Brescia. Oui, parce que alors, vous disiez dans le style de Mantegna, parce que alors, donc, Giovanni Antonio da Brescia est un artiste, c'est ça, qui a débuté à Mantoue, et qui donc a été influencé fortement par l'artiste emblématique de Mantoue qui était Mantegna. Exactement, il a démarré à Mantoue et puis il a vraiment évolué en Lombardie. C'est une œuvre lombarde par son aspect stylistique évidemment. On l'attribue, ça c'était assez acté dès le début qu'on pouvait l'attribuer au milieu lombard. Donc après il a suffi de prendre les détails, de les aligner pour trouver vraiment l'auteur de cette super. Alors est-ce qu'on peut prendre les détails justement? Alors, avec grand plaisir. Regardons un peu plus l'œuvre. Vous parliez donc des graviers juste ici. Oui. Les éléments architecturaux aussi sans doute qui sont assez caractéristiques du style de Mantegna. Oui, exactement. On a également des éléments qu'on va retrouver. Alors je reprends le catalogue pour vous montrer, mettre en parallèle une autre enluminure qui est là donc du maître du bréviaire Barozzi, donc notre artiste. C'est une enluminure qui représente Apollon et les muses. Et dans cette enluminure, on va retrouver nos lapins, encore une fois, les graviers. On va retrouver les anges musiciens ici. Moi, j'adore ce travail dans les cheveux. Les cheveux sont superbes. Et les détails aussi qu'on va retrouver beaucoup dans son travail, qui sont les vases flamboyants. Voilà, on ressent vraiment toute l'Italie dans cette œuvre. Puisqu'on a l'œuvre devant nous, parlons un peu du sujet maintenant. Alors donc on a la Vierge à l'enfant, flanquée de deux saints, et il y a un petit détail qui est assez savoureux, c'est ici une inscription qui vous a permis d'obtenir une clé de lecture très importante pour cette œuvre. Tout à fait, c'est le point de départ de l'enquête de nos deux experts. Donc on a une enluminure qui représente une Vierge à l'enfant, qui est épaulée de deux saints. Nous avons ici Saint Antoine Abbé qui présente une personne, on le verra après, c'est notre commanditaire. Et juste ici, nous avons Sainte Catherine d'Alexandrie qui est reconnaissable avec sa roue et sa palme. Le point de départ des recherches se trouve juste ici, avec les initiales ANTMA, qui, mises en relation avec les armoiries qui ont été cachées par la suite. Nous avons ici des armoiries et également tenues par les anges des deux côtés. Nos experts ont pu mettre en lien le commanditaire Antonio Maria Pallavicini, qui est un très grand condottiere italien de la Renaissance. Oui, parce que alors c'était un des grands chefs de guerre de l'époque et il a une relation assez particulière avec la France. Tout à fait. Antonio Maria Pallavicini a d'abord travaillé à la cour des Sforza et en 1499, quand Louis XII va envahir le Milanais, il va s'illustrer et va retourner sa veste pour passer au service des rois de France, d'abord sous Louis XII et ensuite sous François Ier. Et c'est au moment de son service en tant que diplomate auprès de François Ier qu'il va participer à un événement majeur de l'histoire de l'art que nous connaissons tous aujourd'hui, qui va être mandaté par François Ier par le biais d'une lettre qui est représentée donc dans le catalogue, où il va être mandaté pour accompagner Léonard de Vinci
le célèbre, au Clos Lucé, où il s'installera pour travailler sereinement. Et dans cette traversée, on le sait, dans les bagages de Léonard, il y avait évidemment ces carnets, ces fameux carnets, mais également 3 fameux tableaux aujourd'hui conservés au musée du Louvre, qui sont bien sûr la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et le tableau représentant la Vierge, Sainte Anne et l'Enfant Jésus au rocher. D'accord. Et alors, le fait de représenter comme ça un donateur dans une scène religieuse, on retrouve ça de façon assez courante à cette époque-là. Quelle pouvait être la destination d'une telle œuvre ? Une œuvre de cette importance, au regard de ces dimensions importantes, peut avoir été créée pour une dévotion privée, dans le cadre d'une chapelle par exemple. Mais si on prend en considération le fait que Antonio Maria Pallavicini soit un grand condottiere et diplomate, l'œuvre peut avoir été créée à des fins diplomatiques. Et alors à qui s'adresse une telle œuvre ? Qui sont les collectionneurs ? J'imagine qu'il y a aussi des musées qui peuvent être intéressés. Sur une œuvre de cette dimension et de cette rareté, on peut à la fois intéresser des collectionneurs d'enluminures, évidemment, de manuscrits anciens également, mais également des collectionneurs de tableaux anciens, puisqu'on est vraiment sur un format qui s'apparente à un petit tableautin. Oui, c'est 29 par 19, c'est ça, centimètres ? Certainement, Diane. Je ne les ai pas parfaitement en tête, mais oui, on est sur une dimension qui est quand même assez exceptionnelle pour une enluminure. Et pour ce qui est des institutions culturelles, en effet, au vu de la rareté et de l'enjeu patrimonial qu'elles représentent, les institutions culturelles peuvent être intéressées et ce serait pour nous une grande fierté que de voir cette enluminure retrouver les collections d'un prestigieux musée. Oui, parce que, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le portrait du commanditaire, c'est le seul, a priori, qui serait connu. Voilà. Tout à fait. D'après les recherches d'Ariane Adeline, le commanditaire, donc Antonio Maria Pallavicini, qui est ici représenté, serait le seul portrait connu de ce commanditaire et de ce grand condottiere italien. Et on ne touche pas seulement à l'art, on touche aussi à l'histoire de l'Italie. Alors vous avez estimé cette enluminure entre 80 000 et 120 000 euros. Alors comment on estime une telle pièce ? Alors évidemment, on se réfère à ce qui a pu être présenté sur le marché auparavant. Dans notre cas, on n'a pas de comparatif. On est vraiment sur une œuvre exceptionnelle de par ses dimensions, qui sort presque donc du domaine de l'enluminure pour arriver dans la spécialité des tableaux anciens. Donc notre estimation a pris en compte ce critère de la taille rarissime, le sujet avec le commanditaire et son état de conservation remarquable. Donc on a essayé nos experts ont essayé de donner une estimation qui reliait tous ces critères. Et... Oui, parce que alors, on le rappelle, il s'agit de la seule œuvre connue, le seul portrait connu de ce commanditaire, et l'œuvre donc est grande, comme vous le disiez, elle fait 29 par 19 cm. Alors avant de nous quitter, Lauraline Pury, je vous propose de retrouver Lucien, qui est allé prendre la température du marché à travers les dernières adjudications. C'est la météo des enchères. Bonsoir, place à la météo des enchères. Dans le Rhône, le 20 juin, un tremblement de terre de magnitude 4 a fait frémir nos amis lyonnais. Mouvement des plaques tectoniques ? Pas tout à fait. Pour trouver une explication, il fallait regarder du côté de Collector Cars Auction et de la mise aux enchères de rugissants bolides, à commencer par une radieuse Aston Martin DB6, rendue mythique par la saga James Bond, adjugée 150 000 €. En Normandie, le même jour, le soleil a dominé une très large partie de la région, des conditions idéales pour la maison hors enchères qui proposait à la vente une médaille offerte par le pape Pie IX au soutien du Saint-Siège, alors que son pouvoir temporel vacillait sous les coups du Risorgimento. Éclairé par une lumière divine, un enchérisseur a remporté la pièce d'or, 500 grammes tout de même, pour 96 380 €. Quelques jours plus tôt, le 16 juin, il faisait déjà très chaud à Paris, mais chez Adair, la température était carrément caniculaire. La faute à la torride bataille des Amazones de Rubens qui a fait monter le thermomètre jusqu'à 2 477 140 € pour ce tempétueux tableau de jeunesse exécuté à Mantoue au tout début du XVIIe siècle. Voilà, on arrête les frais pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point météo. Rubens, une œuvre de jeunesse justement qui a été peinte à Mantoue. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Lauraline Pury d'avoir été avec nous ce soir. Donc je le rappelle, la vente de cette enluminure aura lieu le 27 juin à Annecy et évidemment sera retransmise en live sur interenchères.com.
Et je vous propose maintenant de retrouver le commissaire-priseur François Dupont qui vient nous parler des ventes dédiées au marché de l'art breton. Ce sont les enchères en mouvement. Bonsoir François Dupont. Bonsoir Diane. Alors François Dupont, vous êtes commissaire-priseur et tenez avec votre associée Sandrine Dupont un hôtel des ventes à Morlaix et vous organisez régulièrement, et vous organisiez encore avant-hier, une vente dédiée à l'art breton. Et c'est un marché que vous connaissez bien puisque ça fait depuis plus de 20 ans que vous organisez des ventes dédiées à cet art. 26, oui c'est ça, 26 ans à Morlaix. Donc effectivement, on a découvert avec Sandrine la spécificité de la vente aux enchères de l'art et traditions populaires, d'une manière générale, breton, donc des arts bretons, faïence de Quimper, tableau breton, art et traditions populaires. Et alors en plus de 20 ans, comment ce marché a évolué ? Alors le marché a évolué, il était très fort quand on est arrivé en 2000. Mon prédécesseur disait toujours, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, parce que c'était dû notamment aux Américains, on disait, pour une partie de la faïence de Quimper. Et donc, c'était soutenu, très soutenu, jusqu'en 2007-2008. Voilà. Et depuis, c'est plus, il y a une partie du Quimper qui s'est entre guillemets effondrée, malheureusement, mais qui est compensée par des pièces d'artistes et des pièces plus rares qui restent très soutenues. Alors juste, qu'est-ce qu'on entend exactement par faïence de Quimper ? Quelle est la période de création ? Alors, il y avait des pièces déjà au XVIIIe siècle et des pièces assez rustiques au XIXe. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de faïence de Quimper ? Alors, il y a la faïence dite populaire, effectivement, parce que Quimper, c'est amusant, le premier faïencier venait de Moustier. Voilà, fin 17e, là, je crois 1680. Donc, pour dire qu'à l'époque, déjà, les gens voyageaient. Après, il y a eu effectivement même des faïenciers de Rouen qui sont arrivés à Quimper, ce qui explique une production au 18e dans le style de Rouen, Corbeil-Fleury, etc. Et on se casse le nez pour ceux qui n'ont pas trop l'œil, entre Rouen et Quimper. Et ensuite, donc ça, c'est la faïence populaire, une faïence d'usage, des bols à cidre qu'on connaît tous avec les prénoms, plutôt bretons, des Janniques, etc. Et des pichets à cidre, évidemment des assiettes de toutes sortes, des soupières qu'on trouve de tous les jours. Donc là, le décor est tout simple, c'est le décor, on dit à la palmette, ou juste ébaucher le petit breton, la bretonne, entre deux fougères ou entre deux touffes fleuries. Voilà. Donc ça, c'est la faïence rustique, on va dire, de Quimper, qui existe le plus anciennement. Et petit à petit, avec l'influence de Rouen, donc un décor fleuri, plutôt de lambrequin, style Louis XIV, entre guillemets, revu et corrigé. Et après, ce qui est étonnant avec Quimper, c'est que très tôt, ils se sont rapprochés d'artistes. Et donc, à la fin du 19e, il y avait un artiste, Alfred Beau, qui a donné des décors qui sont rares et collectionnés. Et ensuite, après, des artistes jusqu'à l'époque Art déco, et qui a été un point d'orgue avec l'exposition de 1925 des arts décoratifs. Et encore aujourd'hui, c'est une tradition qui perdure. Il n'y a plus qu'une seule manufacture aujourd'hui, mais qui continue de faire appel à des artistes contemporains d'aujourd'hui qui produisent des petites productions. Donc, en fait, pour résumer, donc il y a deux marchés, c'est ça, le Quimper ancien qui est un peu plus à la peine, alors même du fait du décrochage des Américains, vous le disiez. Oui. Peut-être aussi, est-ce dû à la taille aussi, parfois massive, des pièces de ce Quimper ancien ? Oui, alors après, je pense qu'on peut faire un rapprochement avec le Quimper, la faïence d'une manière générale, la faïence ancienne, française même, Moustier, Rouen, etc., a beaucoup baissé ces dernières années. Ça fait plus de 10 ans, je pense, donc c'est regrettable. Alors, sauf quand on a la chance d'avoir des collections ou avec un bel éventail, ce qui était le cas de notre précédente vente, avec un bel éventail, échantillonnage de pièces en bon état. Voilà, parce que la céramique, c'est rédhibitoire, ça a besoin d'être en bon état. Là, les collectionneurs sont de plus en plus pointus. Ils ont besoin de choses rares, en bon état et anciens. Donc, plus c'est ancien, en bon état. Et effectivement, la taille peut être un inconvénient. Quand c'est trop gros, ça prend trop de place, ça prend la poussière et ça plaît pas toujours à madame. Donc voilà, ça a baissé. Donc, et heureusement, donc, je disais un marché à deux vitesses, puisque d'un autre côté, donc, il y a les pièces d'artistes qui, elles, voient leur cote grimper. Alors, quels sont les artistes, vous parliez d'Alfred Beau, quels sont les artistes les plus recherchés sur ce marché ?
Alors après, ça va être plutôt les artistes qui sont attachés à la période Art déco, avec le mouvement Ars Breur, donc qui était le mouvement créé par Jeanne Malivelle entre guerres. Qui a fêté son centenaire en récemment, 2023. En 23, c'est ça. Et l'ambition, c'était de renouveler l'art décoratif breton. Donc ils ont beaucoup travaillé pour figurer à l'exposition des Arts déco en 1925. Et donc ils ont décoré un pavillon. Le pavillon de la Bretagne a été décoré par ces artistes, entre guillemets, révolutionnaires, qui ont revisité la tradition pour la mettre au nouveau bout du jour. Il y avait des artistes comme Robin ou Savina pour le mobilier, qui ont fait des pièces. Et donc aujourd'hui, on peut avoir des pièces qui sont signées Ars Breur. Et donc évidemment, ça, c'est des petits plus qui sont recherchés par les collectionneurs, parce que c'est donc une petite production. Alors souvent, les pièces d'artistes, c'est des pièces qui peuvent être volumineuses en trois dimensions. Donc c'est des pièces qui sont compliquées déjà à faire, tout simplement par rapport à une assiette. Donc c'est plus risqué d'enfourner. Il y a des accidents de cuisson, etc. Donc les pièces qui sont parvenues jusqu'à nous sont plus rares. Donc ça explique aussi la raréfaction. Elle explique aussi l'intérêt des collectionneurs d'avoir une des rares pièces ou une des quelques pièces produites. Donc voilà, Robin, Bachelet, ils sont assez nombreux à être collectionnés pour une production, après en différentes catégories. Ça peut être une faïence blanche, une faïence polychrome, un grès avec des réaux d'or. Donc il y a différentes variantes avec des différentes tailles. Et qui, là, influent sur les estimations ? Oui et non, en fait, on va avoir tendance à estimer plus cher un grès parce que c'est une technique plus compliquée. S'il est doré, c'est plus riche. Mais après, c'est une question de goût. Donc, il y a des collectionneurs qui n'aiment que la faïence blanche parce que c'est très sobre. Sur des volumes art déco, un peu stylisés, schématisés, c'est vrai que c'est très plaisant. Voilà. D'accord. Et alors, qui sont les collectionneurs ? Est-ce que géographiquement, est-ce que ce sont des ventes qui s'adressent à des collectionneurs bretons Oui, pour l'essentiel, comme disait un de mes regrettés confrères, là où il y a le plus de Bretons, c'est à Paris. Donc la première ville bretonne, c'est Paris. Donc c'est là où il y a beaucoup de... Enfin maintenant, grâce à Interenchères, on attrape des acheteurs partout. Mais effectivement, ils sont plutôt en province, à Paris, province, c'est toute région. Mais souvent, c'est des Bretons de cœur ou d'origine, pour leurs parents, ou soit ils ont connu ça chez leurs grands-parents, soit alors ça, souvent, c'est le début de la collection pour les choses un peu rustiques. Puis après, ils montent en gamme, comme dans toute sélection. On affine son intérêt et on va élaguer les plus petites choses et puis après s'intéresser à un artiste ou à un autre et acheter que des pièces à certains domaines ou une certaine période. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des sujets aussi qui sont plus recherchés que d'autres ? Oui, alors les enfants, on parlait de Berthe Savigny, c'est une artiste qui a beaucoup produit sur le thème des enfants. Alors les bébés, le bébé au mouchoir, le bébé assis, le bébé qui pleure et tout ça, il est assis, debout, accompagné de sa maman, etc. Donc ça, c'est des pièces qui sont toujours prisées, parce que même pour quelqu'un de plus jeune, ça va parler tout de suite. Donc c'est assez facile d'accès et c'est souvent charmant, donc ça plaît bien. Voilà le thème de l'enfance. Après, les thèmes du travail, le travail breton. On a eu donc de Mathurin Méheux, le porteur de Ray, un très beau sujet en 3D là, de ce personnage qui soutient cette raie à bout de bras là, et on sent le poids du travail de ces marins au 19e avec sa tenue, etc. Voilà, on retrouve ça également chez Bachelet ou d'autres artistes. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée des prix sur ce marché ? Alors, il y a tous les prix. Alors, souvent, on attire avec des petites estimations, mais le résultat, souvent, même pour des petits sujets, on va dire entre 100 et 5 000 euros, pour être très large. Voilà, parce que pour les grandes pièces d'artistes, par exemple, les mariés là, sur leur cheval, on doit être à 4-5 000 en estimation. Voilà, c'est des choses qui ont fait 6, 8 000, 10 000 parfois. Voilà, et ça fait penser à un de nos records en faïence de Quimper qui devait être en 2006 ou 2007. C'était un sujet de Anna Quinco qui était un sculpteur, mais qui a travaillé pour la manufacture de Quimper pour quelques pièces d'artistes, donc des sujets africains, donc pour l'exposition coloniale de 1931.
Donc avec ce buste de la femme du Fouta de Jalon, en grès, avec un très beau collier, donc c'est un buste féminin, qui est très beau de qualité, avec sa coiffure typique, et donc son collier en 2 tons, en or et argent, qui avait fait 65 000 euros. Ah. Donc là, voilà, aujourd'hui, on a du mal à faire 10 000 avec ça. Aujourd'hui, j'ai peur. Mais voilà, c'était un de nos moments des moments du marché où il y avait vraiment beaucoup de demandes. Et là, il y avait énormément d'acheteurs pour des pièces rares aussi. Et on pense, ce moment de l'exposition coloniale, normalement, touche les amateurs aussi d'art déco. Mais c'est pas encore le cas. Donc, on désespère pas que cette clientèle s'y intéresse. Donc, c'est peut-être aussi le bon moment de miser sur ces pièces-là avant que ça ne grimpe. Bah, c'est ça. De même que pour les eaux d'état, les graisses, là, ce sont plutôt des vases qui ont été faits par des artistes également, qui peuvent être assez spectaculaires, qui peuvent faire jusqu'à 40 ou 50 cm, avec des formes, avec un accord entre la forme et le décor, avec des rayos d'argent, des rayos d'or, donc des techniques compliquées à mettre au point et à réaliser jusqu'au bout. Et là, pour des vases de Renault, par exemple, on peut encore aujourd'hui acheter ça pour 1 000, 2 000, 3 000 euros, alors qu'on pense qu'intrinsèquement, ça vaudrait davantage. Voilà. D'accord. Ouais, avis alors aux amateurs d'art déco, misez sur l'art breton. C'est ça. Alors avant de nous quitter, François Dupont, je vous propose de vous prêter à un petit exercice. Je vais vous poser une série de questions et vous pourrez y répondre le temps d'un chrono d'1 minute. C'est la minute marteau. Alors François Dupont, je lance le chrono dès que vous êtes prêt. Allons-y. Allons-y pour la minute marteau, le lot que vous rêveriez de vendre. Alors, un tableau de Pierre Soulages. Le lot que vous regrettez de ne pas avoir vendu. Un tableau de Pierre Soulages. Le lot le plus insolite que vous ayez eu à vendre. Un cheptel bovin. Le lot que vous refusez systématiquement. Les ivoires modernes. Le lot qui vous semble le plus surcoté aujourd'hui. Certains artistes contemporains pour lesquels je ne comprends pas tout. Le lot que vous auriez aimé garder pour vous. Une voiture de collection. Le lot le plus difficile que vous ayez eu à estimer. Je sèche. Merci beaucoup François Dupont d'avoir été avec nous pour parler du marché des ventes d'art breton. Bon retour à Morlaix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles ventes complètement marteau.